Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Hermès? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de cette compagnie-ci. Je rappelle encore une fois que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, on a déjà eu étudié cette compagnie-ci. C'était il y a 8 mois, donc la compagnie Hermès. Je vais juste sur la vidéo ici, voilà, le prix affiché cette journée-là, donc il y a 8 mois, était juste correct. D'accord. Mais on a également dit que ça prenait en considération une éventuelle croissance supplémentaire. OK? So, entre-temps, nous avons eu les résultats du premier trimestre, deuxième trimestre, et maintenant on a le chiffre d'affaires du troisième trimestre ici. Donc c'est juste le chiffre d'affaires. Donc ici on ne parle pas de rentabilité ni même d'état du bilan ici. Ce sont des informations que vous pouvez retrouver normalement dans les résultats semestriels. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça en Europe, mais voilà, c'est à peu près ce genre d'informations qu'on a. Donc je vous invite à lire les rapports financiers du troisième trimestre ici. Et si vous avez l'habitude à peu près de lire sur les compagnies qui exercent dans le secteur du luxe, vous allez vous rendre compte que ces compagnies-là gagnent beaucoup d'argent actuellement. OK? Donc, que ce soit au niveau de la croissance des revenus ou quoi que ce soit, cette compagnie-ci, elle est complètement sur la même tendance que les Kering ainsi que les LVMH. Je n'ai pas encore étudié Dior ici, mais je pense qu'on est à peu près sur la même tendance. Donc moi, je vais aller directement dans les chiffres ici, tout en vous rappelant que si cette compagnie-ci vous intéresse, vous devez lire les rapports financiers si vous voulez surtout investir à long terme. OK? Donc, au niveau des états financiers, au niveau de tout ce qui a été dit ici à la fin du mois de septembre concernant le chiffre d'affaires ici. Donc, moi, je retiens par exemple les perspectives. Il vous dit ceci que pour 2022, il est encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire et économique du contexte sanitaire, économique et géopolitique. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance. À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant ambitieux. Donc, ils s'attendent à peu près à avoir un chiffre d'affaires assez élevé par rapport à 2021. OK? Grâce à son modèle d'affaires unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale. Donc, il faut vous dire ici que nous avons une entreprise qui a un pricing power. Donc, en période d'inflation, elle va bien se comporter, d'accord, parce qu'elle peut augmenter ses prix tranquillement. Et également, il faut voir que la variation du taux de change aura un effet positif pour cette compagnie-ci. Je pense même qu'ils le mentionnent dans leur rapport financier ici, dans une partie. Je pense qu'ils mentionnent ici qu'il y a à peu près 400 millions d'effets positifs par rapport, par rapport à la variation du taux de change ici. À la fin de septembre 2022, l'évolution des parités monétaires représente un impact positif de 451 millions d'euros sur le chiffre d'affaires. Donc le, la variation des taux de change ici a un impact parce que c'est la variation a un impact positif sur cette compagnie-ci. Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on va regarder? On suit le même cheminement, revenus. En termes de revenus, je prends les revenus à peu près estimés par rapport à cette année-ci. Premièrement, on regarde ici, sur les 12 derniers mois, nous sommes à combien en termes de revenus? Sur les 12 derniers mois ici, nous avons à peu près 10 milliards, je pense bien, c'est 10 milliards 200 sur les 12 derniers mois. Donc si on prend ici 10 milliards 200 sur les 12 derniers mois. Donc si on compare à peu près avec ce qu'on a présentement ici, donc juste pour regarder à peu près où est-ce qu'on se situe présentement. Voilà, par rapport aux 9 premiers mois de l'année, on est à 8 milliards 611 aux 9 premiers mois de l'année. Donc 8, 6, 11 divisé par 3. Et si on le fait fois 4, on se retrouve à combien? Oui, sensiblement au niveau des 11 milliards par là. OK? Si on admet que chaque trimestre, le trimestre précédent est équivalent au trimestre suivant. Donc, au niveau des revenus, ici, on a 10 milliards 220. Mais ce que moi, j'aimerais regarder surtout, c'est à quoi s'attendre d'ici la fin de l'année. Je sais déjà qu'on peut aller aux alentours des 11 milliards par là. Donc, au niveau des analystes, ici, les analystes s'attendent à peu près à voir quelque chose autour de 11 milliards 291 en termes de revenus. Est-ce qu'on a un guidance du management ici? Non, on n'a pas de guidance. Donc, 11 milliards 291, c'est à peu près le revenu qu'on pourrait attendre d'ici 2022, décembre 2022. 11 milliards 291, selon les analystes. 11 milliards 291. Certains attendent même 12 milliards.
Mais je vais prendre 11 milliards, je vais mettre 11 milliards 300 pour faire simple. OK? 11,3. OK? Croissance du revenu. En termes de croissance du revenu, vous vous rendez compte ici que nous avons une entreprise qui est en croissance présentement. Donc, je vais juste prendre ici CAGR. Donc, CAGR normalize. Donc, net income, on est où? OK, on est là. On va prendre sur les 10 dernières années. 10 dernières années, on a une croissance de 12,2%. OK. Sur les 5 dernières années, croissance de 13%. OK. Sur les 3 dernières années, d'accord, croissance ici de 16,91%. Donc la croissance tend à accélérer sur les dernières années ici. Quelle est la croissance qu'on devrait prendre ici? Premièrement, c'est une question difficile il est difficile de répondre à cette question en fait. Parce que la croissance tend à diminuer. Vous avez vu qu'elle accélère sur les dernières années. Mais si on prend une croissance de 10%, est-ce qu'on aura raison? Si on prend une croissance de 5%, est-ce qu'on aura raison? Tout ça dépend de la stratégie du management. Donc, il faut lire à peu près ici leur plan stratégique à long terme. Donc, moi, ici, je pourrais mettre croissance de 10%, mais c'est juste à titre d'information. Parce que je vous ai dit, si une compagnie m'intéresse en date d'aujourd'hui, je peux faire l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. OK? Free cash flow. Ici, nous avons une compagnie qui augmente ses marges, littéralement. Si vous regardez ici les marges, les marges on prend les free cash flow parce qu'ici on a sur ce logiciel, si on n'a pas de marge, je vais juste vous montrer à peu près où est-ce qu'on se situe. Net income, net income, net income, net income. Voilà. Donc là, si on les met sur le même graphique, qu'est-ce que vous constatez? Les free cash flow sont supérieurs au net income. Ça peut être dû au loyer, etc. Mais ça peut également être dû au fait que l'entreprise déprécie plus qu'elle en a besoin. Donc, ici, les free cash flow sont supérieurs au net income. Déjà, il faut aller vérifier ça ici, il faut les comparer. En termes de marge ici, vu que je n'ai que les marges de free cash flow ici et les marges de net income sur ce logiciel-ci, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Actuellement, on a des marges de 28%. Si vous regardez bien, je vais juste tracer ça ici. En termes de médiane, sur les 20 dernières années, nous avons une médiane de marge de 20%. Sur les 10 dernières années, 21%. 5 dernières années, donc à peu près, voilà, 5 dernières années, à peu près 23%. 3 dernières années, 24%. Par rapport à l'année précédente, à peu près 28% par là. Donc les marges tendent à augmenter. On a de plus en plus un pricing power ici. Ici, quand je vais regarder l'estimation des analystes en termes de marge ici, est-ce que je vais regarder ça ici? Voilà, donc marge nette, marge de free cash flow. Qu'est-ce qu'on obtient? Je ferme ça. Voilà. Donc, j'essaye de regarder à peu près, est-ce qu'on se situe aux alentours des 30% par là? D'accord? En termes de prévision. En termes de prévision ici, vous voyez que voilà. Il se situe aux alentours des 30%, mais c'est plutôt, on va dire, 28-29%. Ce qui pose la question à savoir, est-ce que les marges actuelles sont durables? Est-ce que les marges actuelles sont durables? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que si je prends des marges de 30% et qu'on n'a pas 30%, je suis en train d'aller en brousse avec mon analyse. OK? Donc, quand on regarde ici par rapport à l'année au premier semestre 2022, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'on a un chiffre d'affaires, marge nette par rapport au chiffre d'affaires ici de 30%. On a 30% de marge nette. OK? Donc, si on a 30% de marge nette, vous constatez qu'en 2021, on avait 27%. Donc, est-ce qu'on peut se dire que dans le futur, on pourrait garder ce chiffre en termes de marge à long terme? C'est possible. C'est une compagnie ici de luxe, d'accord? Il y a de grandes chances qu'on reste au niveau des 30%. Donc déjà, prenez en considération que le 30% que je vais mettre ici, c'est avec des pincettes. Ok, je suis assez optimiste, tout simplement parce que je vais compenser ça avec autre chose. Le nombre d'actions ici, donc le nombre d'actions sur cette compagnie ici, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Nous avons un nombre d'actions ici qui diminue. J'aime ça. Ok? Ça veut dire que ma part du gâteau augmente de plus en plus. D'accord? Donc ici, on a à peu près 105 millions d'actions. C'est 104 et poussière. Je vais mettre 105 et déjà même à ce niveau-ci, on va le mettre ici. Ouais, c'est bon. 105 millions d'actions. Donc ici, on a 1,05. PER moyen, je prendrai des PER de 25 directement. Une fois. Même si je pense que c'est une entreprise qui se vend à des PER très, très élevés. Je vais prendre les price to free cash flow, vu que les free cash flow sont plus élevés ici. On va juste faire ça. Price to free cash flow. D'accord?
Retenez que c'est juste le PER ou le Price to Free Cash Flow ici, c'est un rendement. Quand il est de 20, c'est un 5% de rendement. S'il est de 10, c'est un 10% de rendement. Donc réfléchissez en termes de rendement. Actuellement, nous avons un rendement de 40%, de 40 fois, enfin, pas de 40%, mais cette entreprise s'échange à 40 fois les bénéfices. En termes de free cash flow, ça représente ici à peu près un rendement de 2,1%, 2,5%. Sur les 10 dernières années ici, 40 fois les bénéfices également. 5 dernières années, 40 fois les bénéfices. Donc, il y a des gens qui payent 40 fois les bénéfices pour cette compagnie. Une entreprise qui a une croissance aux alentours de 10% en moyenne. D'accord? Même si elle a une croissance aux alentours de 15%, admettons que les 5 dernières années, on avait une croissance de 5% ici en moyenne. De 15% en moyenne, ça représente à peu près doubler la mise sur les 5 prochaines années. Donc, vous l'achetez à un PER de 20. Donc, techniquement, vous ne gagnez pas grand-chose. OK? Mis à part le fait que la spéculation aidant, d'accord, vous avez la possibilité de rester aux alentours de 40 fois les bénéfices. Et il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que vu le caractère, voilà, attractif de la compagnie, donc vu que c'est une compagnie que certaines personnes aimeraient acheter, c'est la raison pour laquelle elle s'échange à 40 fois les bénéfices. Donc en termes de OPA, voilà, son OPabilité, voilà, lui permet de demander un premium plus élevé. Est-ce que je serais d'accord avec ce propos? Ça dépend. Ok, ça dépend vraiment. Personnellement, c'est pas moi qui vais racheter cette compagnie-ci. Ok, donc mon but n'est pas d'acheter la compagnie parce qu'il y a un certain, voilà, premium lié à l'opéabilité. Ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose, c'est de la spéculation et je préfère mettre ça de côté. C'est une entreprise ici qui va m'intéresser à 25 fois les bénéfices maximum. Ok, c'est pour ça que je prends un PER de 25. Dette nette. Si vous réfléchissez en termes de PER, dites-vous qu'actuellement, en date d'aujourd'hui, nous avons un PER de, voilà, nous avons un rendement de 2,5%. Même si on double les bénéfices nets sur les 5 prochaines années, ça représente ici un rendement de 5% par rapport au prix actuel, ce qui n'est pas extraordinaire également. Et vous n'avez aucune certitude par rapport au fait que le marché revalorise cette compagnie-ci tôt ou tard à long terme. Parce que si on regarde ici les PER, d'accord, dans le passé, ici, vous avez remarqué que à un moment donné, juste l'entreprise ici peut s'échanger à des PER de 27, 30 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui s'échange généralement à des prix très, très élevés, rarement sous-évalués. Elle est rarement sous-évaluée. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu une occasion d'investissement, c'était dans les années à peu près aux alentours de 1995-1996 par là. OK? So, moi, je prends 25 fois les bénéfices et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, mon raisonnement peut être biaisé. Maintenant, si vous pensez qu'on peut prendre 40 fois les bénéfices et que c'est raisonnable pour vous, libre à vous. D'accord? En termes de dette nette, la dette nette ici est de combien? Dette nette ici, il y a de fortes chances que nous ayons une entreprise qui n'ait pas de dette. OK. Nous avons une dette nette ici aux alentours de 5 milliards 300, 5 milliards 280. D'accord? Donc, on va mettre ici 5 milliards 280. On n'a pas de dette nette, mais on a plutôt du cash net. Donc, c'est du plus. Ok, qualité de dividende, on va y revenir. Et même quand on parle de qualité de dividende, en date d'aujourd'hui, ce dividende-là, si on vous reverse la totalité des bénéfices nets ou des free cash flow en termes de dividende, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 2,5%. Vous n'aurez pas un rendement supérieur à 2,5%. Donc en date d'aujourd'hui, le dividende qui est de 0,61% ici est safe. D'accord? Et vous allez me dire que ouais, mais c'est trop petit. Oui, c'est trop petit justement parce que le prix de l'action est trop élevé. Admettons qu'on diminue de moitié le prix de cette action-ci, vaut que le rendement se retrouve à 1,61, après à 1,32, quelque chose comme ça, 1,20%, quelque chose comme ça. Et votre rendement par rapport au free cash flow, par rapport au net income, va se retrouver directement aux alentours de 5%. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le fait qu'il est important de sélectionner, d'acheter cette compagnie-ci à un bon prix. Et vous n'êtes pas obligé de l'acheter. D'accord? Si le prix est élevé, passez à autre chose. Il y a de très belles compagnies ici qui sont attrayantes ou bien attractives au prix actuel. Regardez l'aberration, c'est Stellantis. Même si je pense que l'entreprise va souffrir à court terme, mais elle a les moyens de souffrir. Mais ça reste une aberration au prix actuel. OK? Donc, on va mettre 5 milliards 280. On a tous les éléments nécessaires ici. Je pense que le dividende est qualitatif, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils peuvent payer leur dividende. Donc, maintenant, on va calculer la valeur de l'entreprise. 11 milliards 300. C'est le bénéfice net actuel. En tout cas, attendu par rapport aux analyses ici. On peut avoir plus que ça. OK? 30% de marge bénéficiaire. Ça donne ici 3 milliards 390. À 25 fois les bénéfices, ça donne ici
84 milliards 750, plus 5 milliards 280, représentant le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, on a 105 millions d'actions, nous avons une valorisation aux alentours de 857 dollars l'action. Admettons qu'on a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, d'accord? 10% sur les 5 prochaines années, admettons. Ça donne ici à peu près une valorisation. Et ça, c'est un raccourci, hein, parce que je sais que en prenant ce calcul, je sous-entends que le cash net augmente de 10%, de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. D'accord? Je sais pertinemment que ces éléments-là sont pris en compte. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise, si elle s'échange aux alentours de 1 milliard 380, c'est déjà assez optimiste parce qu'il y a beaucoup de déchets dans cette analyse-ci. Okay, on pourrait l'ajuster en conséquence, mais on sait déjà qu'on ne paye pas plus de 1380 euros. On va le dire comme ça. On ne paye pas plus de 1380 euros pour cette compagnie-ci. On cote à combien? On cote à 1304 euros. Rien d'exceptionnel. Même si vous ajoutez la croissance. Maintenant, la seule surprise qu'on peut avoir, c'est l'augmentation des marges. Admettons qu'on a des marges de 50% dans 5 ans, dans 10 ans. Ça pourrait être bénéfice, ou le prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, tout dépend ici de la croissance des marges ou bien la croissance des revenus. OK? Sur en date d'aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui serait correctement évaluée et ça prend déjà en considération la croissance. Idéalement, si vous voulez investir sans prendre en considération la croissance, recherchez un prix aux alentours de 850, 900 euros par là. OK? Mais au prix actuel, c'est juste bof. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et je me réserve toujours le droit de me tromper. Hermès, on reste toujours sur les lignes de côté, mais ça reste une excellente entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et si c'est une entreprise que vous avez achetée aux alentours des 1000 euros, 900 euros par là, dormez sur vos deux oreilles. En tout cas, il y a de grandes chances que vous soyez à peu près à un prix, que vous ayez acheté cette entreprise-ci à un prix assez intéressant. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, je vois ici qu'il y a des gens je vois ici qu'au mois d'avril 2020, on était à 600 euros par là. Si vous avez 600 euros, 900 euros, tout ce qui est en dessous de 900 euros, vous avez un très bon prix d'entrée. Un très bon prix d'entrée. Restez avec vos compagnies à long terme. Ça reste un bel investissement. Ça reste une belle entreprise que tout le monde aimerait posséder. Une entreprise qui a un pricing power et qui pourrait survivre à n'importe quelle secousse boursière. Alors, on se dit à bientôt. Merci.